Bonsoir Nicolas Bavrez. Bonsoir. Meilleurs vœux pour cette année 2026. Meilleurs vœux à vous et à tous les auditeurs. Cher Nicolas Bavrez, alors que vous annoncez 2026 comme une année importante, alors on n'est pas en 476 au moment de la chute de l'Empire romain, mais pas très loin puisque vous dites que c'est l'an 1 du nouvel âge des empires. Oui, c'est un vrai moment de bascule. Assez souvent, toutes les générations ont l'impression de vivre un moment unique de l'histoire parce qu'il se passe toujours quelque chose. Et souvent c'est faux parce que les facteurs de continuité dominent. Et aujourd'hui, on est vraiment effectivement dans un monde qui a basculé. Alors il y a eu d'abord un certain nombre de grands événements qui ont déstabilisé la mondialisation, le krach de 2008, évidemment l'invasion de l'Ukraine, mais avec l'arrivée de Trump et cette administration Trump 2, on a vraiment changé de monde, la mondialisation est définitivement close et on a un âge des empires avec une Amérique qui est devenue illibérale et surtout qui se rallie aux principes et aux valeurs des empires autoritaires, c'est-à-dire un monde qui est partagé en zones d'influence et le primat de la force sur le droit ou l'instrumentalisation du droit. On le voit avec Nicolás Maduro aujourd'hui. C'est la première fois dans l'histoire qu'un chef d'État se trouve inculpé de crimes devant non pas une juridiction internationale, mais une juridiction ordinaire d'un État étranger. Il n'est pas devant la Cour pénale. Par la force et sans forcément respecter le droit international, sachant que alors pour le cas de Nicolás Maduro, parce qu'on parlera aussi de l'effritement dont vous parlez, une Europe faible, une France qui peine à retrouver une souveraineté quelconque, avec des empires qui montent des deux côtés. Ça, on en parlera dans un instant. Mais d'abord, sur le cas de Nicolás Maduro, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre? Alors, Éléonore Carrois, la ministre chargée de la francophonie et des Français de l'étranger, disait tout à l'heure, et qui connaît bien le Venezuela, l'Amérique latine, elle a été députée des Français de l'étranger de cette zone du monde, donc elle connaît parfaitement bien cette zone du monde, nous parlait des Nations Unies. Mais qu'est-ce que sont les Nations Unies aujourd'hui? Est-ce qu'une intervention onusienne aurait pu solder le cas de Nicolás Maduro, ou est-ce qu'il fallait le shérif Donald Trump, qui aujourd'hui, et vous avez raison de le mentionner dans votre papier dans le Figaro ce matin et ce soir sur Europe 1, de dire oui, que va se passer pour le Groenland, oui, que va se passer pour Cuba, que va faire Donald Trump, quelle est la continuité des événements, sachant que lui a dit... il y a bien sûr un intérêt mercantile, financier. Donald Trump est un homme d'affaires. Mais où est-ce que ça s'arrête et quelle aurait été la solution, j'allais dire, normative pour mettre fin à cela? D'abord, c'est pas parce qu'on n'aime pas le monde des empires qu'il ne faut pas reconnaître qu'il existe. Et donc, il ne sert à rien d'être dans la déploration ou la contestation. De toute manière, on doit tous s'adapter. Ceux qui ne s'adapteront pas seront la victime de ces empires. Quand on regarde par exemple la fin de l'Union soviétique, on s'aperçoit qu'il peut y avoir des stratégies de long terme qui sont payantes contre ce type de régime fondé sur la terreur et le mensonge. Donc l'idée de l'endiguement avec une vraie dissuasion, une supériorité de la force et effectivement des mesures solides d'embargo pétrolier ou autre, avec un effort de pédagogie de la société civile, puisque finalement ce régime, il ne tient que sur 15% de gangs qui sont directement liés au régime chaviste. C'est un peu comme en Iran, on a 85 à 90%. De toute façon, il y a 90% de la population qui a été mise sous le seuil de pauvreté dans ce pays qui est un des plus... C'est-à-dire que vous croyez encore à une alternative, et vous le dites dans votre papier ce matin, vous le dites, il faut faire émerger une alternative républicaine crédible, ce qui suppose certains candidats, mais surtout un projet crédible. Aujourd'hui, faire avaler un projet crédible, notamment aux Français, bon courage. Alors, la France, c'est un cas différent. Mais voilà, c'est encore un cas bien différent. Le problème de la France, mais on y reviendra ensuite, c'est que c'est un monde où tout accélère terriblement. Et là, pour le coup, c'est un pays qui est complètement à l'arrêt. L'État ne marche complètement paralysé. Les institutions ont été mises sur le toit par celui qui était censé en être le garant. L'économie ne marche plus et l'État est en faillite. Oui, mais c'est le 5e pays du monde, donc ça. Non, c'est pas le 5e, c'est le 7e pays dans le du monde, meilleur des dans cas. Le meilleur des cas, mais quand même. Mais vous voyez, la France, c'est un cas très particulier. Ce que je trouve intéressant. Vous parlez de l'Union soviétique, mais l'Union soviétique s'est effondrée aussi parce que le mur des Berlin s'est effondré. C'est-à-dire qu'il y a eu une concordance de plein d'événements. Elle s'est effondrée de l'intérieur.
parce que Bien sûr. Les gens ne croyaient plus aux mensonges communistes et ensuite ils n'ont plus cru à la terreur. Et quand ils n'ont plus cru à la terreur, ça s'est effondré. Un autre cas intéressant en ce moment, c'est ce qui se passe en Iran, où précisément la population, elle a déjà essayé, elle a payé un prix épouvantable à la répression de ce régime des mollahs, qui est là aussi une superstructure plaquée sur un pays qui est extrêmement évolué, éduqué, avec une vraie classe moyenne, et qui subit tout ça et cette terreur. Et là, de nouveau, on voit que les Iraniens sont prêts à prendre des risques majeurs pour essayer de se débarrasser de ce régime qui tient sur les gardiens de la révolution, comme le régime de Maduro tient sur les gangs qui ont été... qui sont affiliés au pseudo-État chaviste. Jean-Claude Dacier. Moi, je reviens sur Trump. J'ai un peu de mal à le suivre et donc à le comprendre. Est-ce que vous le voyez vraiment comme l'empereur, l'an 1 de l'Empire américain ou de l'Empire occidental ? Alors, l'Empire occidental, certainement pas, parce que là, pour le coup, il est clair que Trump a détruit l'Occident. C'est-à-dire que ce qui était le cœur, notamment l'OTAN, l'attachement, le fait que finalement, au XXe siècle, les États-Unis avaient repris le relais de l'Europe pour incarner justement cet Occident. Il y a toute une série d'institutions qui avaient été mises en place. Ça, Trump les a détruites. Donc ça, certainement pas. L'Empire américain, il a existé avant Trump, il faut être clair, mais c'est un nouvel empire. Peut-être pas pour Trump. Quand on regarde la nouvelle doctrine de sécurité, ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis ne veulent plus être un empire global, ils ne veulent plus réassurer ni la démocratie dans le monde, ni la stabilité du système mondial. C'est ce que Trump appelle la doctrine de Donroe, donc de Donald plus Monroe. Un autre Donald. Voilà, c'est-à-dire, ce qu'il dit, c'est qu'il veut la suprématie absolue dans ce qu'il considère être sa zone d'influence, son hémisphère, dont il a dit que... Y compris l'Amérique latine ? Oui, ça part de la Terre de Feu et ça va jusqu'au... Ça a toujours été plus ou moins le cas. Ça a été et ça va jusqu'au Groenland, oui. Y compris. Et donc, ce n'est plus une revendication d'un empire global, mais c'est la revendication d'un empire face à d'autres empires, la Chine ou la Russie, et où il y a une maîtrise absolue de cette zone d'influence, et où là, à l'intérieur de cette zone d'influence, il y a le refus de la souveraineté. C'est une souveraineté limitée. Mais c'est exactement la doctrine Brejnev appliquée aux Amériques. Vous parlez du Groenland, Nicolas Bavrez, sur Europe 1, et cette phrase de la première ministre danoise qui dit si les États-Unis attaquaient un pays de l'OTAN, ça serait la fin de tout. Si les États-Unis choisissent d'attaquer militairement un autre pays de l'OTAN, alors tout s'arrête, y compris notre OTAN, et donc la sécurité mise en place depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça veut dire quoi, la fin de tout ? Non, mais pour le Danemark, évidemment, ce serait... une catastrophe. C'est d'autant plus paradoxal que dans la réalité, les États-Unis sont déjà chez eux au Groenland. Oui, c'est pour ça. C'est-à-dire que c'est sur le papier, c'est le Danemark, et en réalité, c'est une des plus grandes bases militaires du monde. En réalité, c'est déjà c'est un protectorat américain déjà. Donc c'est là où je pense que le rapport coût-avantage serait complètement c'est inutile, mais qu'est-ce qui est inutile ? Des Danois de sauver le Groenland ou des Américains des Américains d'aller exiger de lancer une opération militaire sur le Groenland, et ça n'aurait strictement aucun sens. C'est peut-être mal connaître le Donald, non ? Je l'appelle le Donald comme Vincent Hervouette, qui l'appelle le Donald. Non, mais il est vrai que on est rentré dans un monde où ces grands dirigeants d'empire considèrent qu'ils n'ont pas de limite. Alors, écoutons. Et donc, il n'y a pas de limite à l'intérieur, puisqu'il n'y a plus de contre-pouvoir. Et la seule limite extérieure, c'est le moment où leur puissance touche une autre puissance. Écoutons le Donald concernant Nicolas Maduro et le Venezuela. Ne me demandez pas qui est aux commandes, car je vous donnerai une réponse qui sera très controversée. Nous sommes aux commandes. Voilà, ça c'est ce que dit Donald Trump dans son avion quand il dit « Nous sommes aux commandes du Venezuela ». Et alors, c'est pas... il n'y a pas de, comment dirais-je, de packaging, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conditionnel, c'est une phrase au présent, de l'indicatif, nous sommes aux commandes, c'est la méthode Trump, c'est la méthode de vassalisation en fait des autres États. Oui, alors il faut regarder la réalité. Pour l'instant, cette opération est un tour de force militaire. C'est vraiment remarquable comme intégration. Je rappelle qu'il y a
il y a quelques blessés, aucune perte humaine, aucune perte matérielle, sinon un hélicoptère qui a été un peu endommagé, pour avoir détruit, éradiqué toutes les défenses antiaériennes du pays, profondément affaibli toutes les infrastructures militaires et récupéré le dirigeant du pays en question, qui était très bien protégé par essentiellement des forces cubaines, et sachant que l'intégration du système avait quand même été faite par les Russes. Donc le signal qui est envoyé sur le plan militaire, c'est remarquable. Maintenant, au-delà de cette destruction de l'infrastructure militaire et de l'arrestation de Maduro et de sa comparution devant un tribunal américain, pour l'instant, politiquement, rien n'est fait. Donc on nous explique que Donald Trump et les États-Unis sont aux commandes. En réalité... en tout cas, la présidente par intérim, Delcy Rodriguez, prêtera serment lundi devant l'Assemblée nationale du Venezuela. Oui, donc alors, le régime continue d'une certaine manière. Oui. Là où on se disait que les Vénézuéliens étaient débarrassés d'un régime qui était oppressif, c'est pas forcément le cas. Non, c'est là où je crois qu'il y a une énorme ambiguïté. C'est que moi, je pense que Trump a un accord avec Mme Rodriguez. Et que le système de renseignement américain, et quelle est peut-être d'ailleurs la source des informations sur le président Maduro. C'est-à-dire qu'elle aurait été la taupe et elle aurait collaboré avec Donald Trump. Absolument. Pour imposer quoi? Pour imposer un régime, j'allais dire, américain au Venezuela, ou pour poursuivre un régime dictatorial? Pour que le régime se survive à lui-même, tout en donnant des gages aux États-Unis. Vous avez remarqué que on peut se dire... Là, on est dans une série Netflix, Nicolas Bavrez, vous en conviendrez. Non, parce que si vous voulez, la logique, quand même, je rappelle que l'élection de 2024 a été massivement fraudée. Donc c'était le président González Urrutia qui devait gagner l'élection. On a un président élu qui est en exil, mais qui est élu. On a une prix Nobel de la paix qui avait été évincée de Madame cette élection. Machado. Concurrente de monsieur Maduro. Voilà. Mais ce qui veut dire que si on le souhaite, théoriquement, on a une option, une alternative d'une force politique démocratique avec laquelle on pourrait traiter. Vous avez vu que Donald Trump a tout à fait exclu d'emblée cette solution. Ce qui est quand même très étonnant. Et en réalité, je pense que les Américains, parce que c'est aussi l'expérience de l'Irak, sont en train d'essayer de traiter avec les chavistes, parce que ça évite de faire l'erreur de l'Irak, ça évite d'envoyer des gens au sol, et une partie, je pense qu'ils vont essayer d'avoir un accord avec une partie de l'armée, pour éviter justement les erreurs de l'Irak. Donc, c'est vrai qu'il y a une énorme ambiguïté. Et Trump, il est très clair, en aucun cas, il ne s'engage pour la démocratie au Venezuela. Ça ne l'intéresse absolument pas. Ce qui l'intéresse, c'est 3 choses fondamentales. Comme il a dit, ce qu'il a mis en avant le plus, la drogue et les migrants, en réalité, c'est plutôt un faux prétexte. Ça permet simplement de contourner le Congrès et de juger Maduro. Les 2 choses fondamentales, le pétrole, on l'a dit, mais il y a la partie stratégique. Et je pense que ça a été insuffisamment sous-estimé. Et justement, on va en parler. Si vous voulez, il y a 3 grands adversaires, et les 3 étaient présents et posaient des problèmes au Venezuela. Les Chinois mettaient la main sur les matières premières et les terres rares. Les Russes avaient commencé à intégrer le système de sécurité et le système militaire. Et enfin, les Iraniens avaient installé une usine pour fabriquer des drones, et des drones qui portent à 2000 km, donc qui pouvaient atteindre la Floride. Pour interdire la circulation de convois de tracteurs et engins agricoles dans plusieurs régions jusqu'à jeudi, alors que la mobilisation des agriculteurs reprend. Les syndicats sont reçus tour à tour à Matignon et la coordination rurale menace de manifester à Paris. Merci Maël, à tout à l'heure pour le rappel de l'actualité. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Hélène Rouet du JDD, avec Jean-Claude Dacier, avec Nicolas Bavrez, historien, économiste, éditorialiste au Point et au Figaro, dans lequel il signe cet article, l'an 1 du nouvel âge des empires. Et cet an 1, c'est cette année 2026 qui commence par ce coup de force de Donald Trump. On l'a vu et on l'a expliqué juste avant la pause pour dire que ça représente, ce coup de force, une façon de gouverner d'une manière mondiale. On peut dire aujourd'hui, Nicolas Bavrez, Trump 1, Poutine 0 ? Alors, clairement, le message envoyé à Poutine est un message effectivement sévère. Et Poutine perd beaucoup. La Russie avait un partenariat stratégique avec le Venezuela, et la Russie avait donc pris le contrôle du système de défense vénézuélien.
Et c'est vrai que Poutine a perdu la plupart de ses relais dans le monde. La Syrie de Bachar, l'Iran est quand même en très mauvaise posture, extérieure et intérieure, et le Venezuela était son principal point d'appui avec Cuba dans l'Amérique latine, l'Amérique du Sud et la Caraïbe. Donc c'est une grosse perte. Mais de l'autre côté, il y a cette validation des zones d'influence. C'est ça, ce que vous dites ce matin dans le Figaro. Vous dites avec le droit international et le respect de la souveraineté des nations, valide les revendications de Moscou sur l'Ukraine et de Pékin sur Taïwan. Voilà, c'est-à-dire que si on est dans un monde d'empire, comme je disais, avec une souveraineté limitée sur ce qu'ils considèrent être comme leur étranger proche, eh bien ça veut dire une forme de carte blanche donnée à Xi, qui perd quand même aussi beaucoup au Venezuela, parce qu'ils avaient 130 milliards de prêts qu'ils ne reverront jamais, puisqu'ils étaient censés être remboursés en pétrole. Et puis surtout, l'accès aux matières premières, parce que le Venezuela est un formidable gisement de terres rares, notamment le coltan. Trump, c'est un homme d'affaires. Le titane. Oui, faut pas oublier. Et puis même Witkoff, qui est son négociateur, est un homme d'affaires aussi. Mais n'oubliez pas aussi qu'un des grands acquis, je ne sais pas, mais en tout cas un des grands résultats de l'année 2025, c'est que la Chine a mis les États-Unis échec et mat sur la guerre commerciale en ripostant sur les terres rares. Et que c'est là-dessus que Trump a perdu sa guerre commerciale contre la Chine. Et donc, mais à l'inverse, c'est vrai que là, il y a une espèce de carte blanche qui est donnée pour Hélène Rouet, pour le JDD. Alors justement, sur les revendications, vous dites Moscou vers l'Ukraine, la Chine vers Taïwan, est-ce que vous craignez dans un avenir proche, justement, que Xi Jinping, que Vladimir Poutine avancent davantage sur leur velléité? Est-ce que ça pourrait arriver dans un avenir proche? Est-ce que vous le craignez? Est-ce que vous l'actez? On en est sûr. Quelle est votre position là-dessus? Sur l'Ukraine, j'allais dire, rien ne change. C'est-à-dire qu'on sait que Poutine ne veut pas la paix, qu'il est prêt à consacrer des ressources gigantesques à la poursuite de cette guerre d'Ukraine, qu'il pense que l'Ukraine finira par s'écrouler de l'intérieur et par être abandonnée. Il a bien dissocié déjà les États-Unis. Il pense que les Européens ne tiendront jamais la distance sur le plan financier, sur le plan militaire. Donc, et on a ces réunions surréalistes de la soi-disant coalition des volontaires qui réfléchit à ce qu'on va faire quand il y aura un cessez-le-feu, sauf que le cessez-le-feu est très improbable tant que Trump est aligné pour l'essentiel sur Poutine. Côté Chine, ça a commencé aussi sur Taïwan avec les manœuvres extrêmement musclées, et en fait, l'échéance majeure pour Taïwan, c'est l'élection présidentielle de 2028. Oui. Et là, Xi a aussi passé à quelque chose de beaucoup plus offensif parce qu'il a mis en place une vraie feuille de route pour essayer de gagner ces élections de 2028 avec le même chose que pour Hong Kong, c'est-à-dire pas forcément les Chinois militairement. Taïwan, c'est très compliqué parce qu'il y a 160 km de détroit, parce que le relief est très difficile et que on ne peut pas faire ça, j'allais dire, comme un raid d'une nuit sur Caracas. Mais la Chine est vraiment en train d'essayer de phagocyter, d'absorber Taïwan de l'intérieur et de faire un peu le système de Hong Kong, mais le Hong Kong d'aujourd'hui, c'est-à-dire, théoriquement, il y aura une certaine marge d'autonomie, mais dans le langage chinois, on fera en sorte que ce soit des patriotes. C'est d'ailleurs assez rigolo parce que c'est le même langage que Trump et Vance, que ce soit des patriotes chinois qui soient au pouvoir à Taïwan. C'est ça l'objectif. Sur la Russie, Nicolas Bavrez, est-ce qu'il n'y a pas, sur la Chine aussi d'ailleurs, il n'y a pas une sorte de coup de poker? C'est-à-dire que Donald Trump, il sait qu'il va perdre dans le sens où il donne la carte blanche, comme on l'a expliqué, sur Taïwan et sur l'Ukraine d'un autre côté. Mais est-ce que dans la philosophie de Trump, qui fait obéir tout le monde à la Maison-Blanche, on le sait, c'est-à-dire que c'est lui-même un diktat dans le bureau ovale, il a un commandement en chef, mais c'est lui qui commande, il a un congrès qu'il a réussi à gagner, donc finalement on lui obéit, même si des artifices comme c'est terrible à dire, mais comme la guerre contre le narcotrafic a réussi à persuader les congressmen de le suivre sur cette opération contre le Venezuela. Mais est-ce que c'est pas aussi Poutine qui l'a tellement énervé sur les dernières négociations, il n'arrivait pas à parvenir à un accord sur l'Ukraine, qu'il s'est dit, finalement, je vais marquer un point, même en perdant des cartes, face à Poutine, en acquérant d'une certaine manière, c'est pas le Monopoly, mais en acquérant le Venezuela.
Non, mais il n'a pas perdu beaucoup de cartes parce que il faut bien voir que Trump partage cette idée de la zone d'influence. Donc en réalité, pour lui, Taïwan ou l'Ukraine, ce ne sont pas des enjeux stratégiques. Il n'a pas entièrement tort. L'Ukraine, c'est un vrai enjeu stratégique pour l'Europe. C'est pas un enjeu stratégique pour les. Est-ce que c'est un enjeu stratégique pour l'Europe aussi ? Ça, c'est une question. C'est clairement un enjeu stratégique pour l'Europe, si, parce que là, en matière de sécurité, compte tenu de ce que Poutine a annoncé comme programme, c'est vrai qu'il faut que l'Europe. Mais pour y répondre, il faut qu'on y rétablisse. Je suis d'accord avec vous, mais avec quels moyens et avec quel armement ? Hélène Rouet. Ça suppose de changer, considérablement les choses. Et Taïwan, pour lui. Vous voyez, on a la même chose, c'est que Taïwan, c'est décisif pour le Japon, c'est décisif pour la Corée, mais c'est pas décisif pour les États-Unis, en tout cas dans la conception aujourd'hui de Trump, qui a un mépris complet pour les alliés des États-Unis. Alors j'ai une question davantage franco-française. Vous dites dans votre papier ce matin, oublions Emmanuel Macron, actons la fin de vie du macronisme. Alors quelle serait la solution selon vous ? Quel chemin doit prendre la France alors que Emmanuel Macron, on l'a vu en plus dans ses vœux, veut être là jusqu'à la dernière seconde, il l'a dit, il l'a formulé, sauf que la dernière seconde c'est dans 1 an et demi. 1 an et demi c'est très long. Donc selon vous, quelle est la solution ? Quel chemin doit prendre la France ? Vous n'êtes pas complète Hélène, il dit... oublions résolument Emmanuel Macron. Oublions résolument Emmanuel Macron, pardon. Son déni des réalités, ses échecs en chaîne et son impuissance. Voilà ce que vous dites. Oui, je crois que ça a été très bien acté et par ses vœux et par sa réaction à l'opération américaine, qui était complètement... Mais qui était en deux temps. C'est-à-dire que hier, il dit... Personne ne regrette Maduro, en somme. Veillons quand même à la transition. Voilà. Et puis aujourd'hui, il dit attendez, ni la méthode, ni la manière. Donc, en fait, tout ça ne veut rien dire. C'est du en même temps. C'est du en même temps. Voilà, mais le en même c'est là où, d'ailleurs, je pense que le macronisme a été un échec terrible. C'est que dans ce monde, qui est un monde des empires, qui est un monde très dur, un monde dangereux, un monde volatile, et un monde où, en face de nous, c'est une jungle avec de vrais monstres. Et il n'est pas à la hauteur, vous diriez ? Quand on se balade avec le en même temps face aux monstres, on sait qu'on est mangé. Et c'est exactement ce... Et il s'est fait manger. Il a mis le pays complètement... Il a mis le pays complètement à l'arrêt, y compris en arrivant à casser les institutions qu'on croyait indestructibles. Et par ailleurs, il l'a mis à l'arrêt sur le plan économique, il l'a mis en faillite sur le plan financier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, plus personne ne fait attention à ce que peut dire la France. Et c'est d'autant plus dommage que le monde dans lequel nous vivons est un monde sur lequel toutes les grandes options du général de Gaulle sont totalement les bonnes. La souveraineté nationale, qui est le fait de raisonner en termes de puissance, et le fait, la dissuasion nucléaire, le fait de pouvoir garantir en toutes circonstances la continuité de l'État, la sécurité de la nation, c'était cet héritage-là, et malheureusement, il a été totalement dilapidé. Et donc ça, c'est très dommage. La dissuasion existe toujours, mais tout le monde se dit, en tout cas, les principaux adversaires de la France se disent, de toute façon, ils n'utiliseront pas la force nucléaire, puisque un missile M51 balancé d'un SNLE, c'est 1000 fois la puissance de Hiroshima. Bon, on peut jouer à ça, mais... Surtout pour que la dissuasion soit crédible, il faut qu'elle soit couplée à un appareil conventionnel qui lui-même est crédible. Or, aujourd'hui, l'appareil conventionnel... 200 000 hommes, 250 000 à peine. Oui, bien. L'armée française, 220, plutôt... Oui, 220. On a 200 chars, 150 en action. Enfin bon, est-ce que, pour rester un instant encore sur la France, est-ce qu'on va... Question à 10 francs, est-ce qu'on va... à 10 euros, est-ce qu'on va s'en sortir ? Ou est-ce qu'il nous faut une solution extérieure ? Parce qu'aucun homme politique français à l'heure actuelle n'a les épaules pour prendre des décisions impopulaires qui sont sans doute nécessaires. Le message qui est envoyé par la classe politique lors de cette interminable session budgétaire, c'est malheureusement que le seul consensus, il est pour continuer à alimenter le modèle qu'on sait complètement intenable, c'est-à-dire plus d'impôts pour plus de dépenses et plus de dettes. On pourrait accepter de payer plus d'impôts si c'était pour remettre l'économie en route et désendetter l'État, mais payer pour continuer le modèle dont on sait qu'il nous ruine, ça c'est complètement absurde. Et on voit très bien qu'à l'Assemblée nationale, le pseudo-consensus, il s'est fait là-dessus. On appelle ça un compromis. En réalité, c'est une abdication, c'est un renoncement.
Vous voyez un sauveur en 2027 ou ça vous paraît... C'est une capitulation. Ou à part le FMI, il n'y a plus rien dans votre horizon? Alors, de fait, pour l'instant, la classe politique française dit on n'y arrivera pas, donc on attend que le FMI, la BCE et l'Union européenne fassent le travail à notre place. Ça sera au prix d'une crise politique et sociale épouvantable. Ça sera comme ce qui a été le cas de l'Italie en 2011. On en revient en fait au début de notre discussion, c'est-à-dire qu'on est à l'aube d'une nouvelle ère, mais après les nouvelles ères, comme le dit d'ailleurs assez bien Giuliano d'Ampoli dans L'heure des prédateurs, on peut vivre avec. C'est-à-dire c'est pas la fin de tout. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être une nouvelle ère. Vous parlez notamment dans votre article ce matin également de l'intelligence artificielle, qui est complètement sous-estimée, notamment par les petites et les moyennes entreprises qui fonctionnent encore sur j'allais dire au Telex et au Minitel avec des raisonnements du XXe siècle. Aujourd'hui, on arrivera à vivre, mais avec des nouveaux outils. Non, mais le choix fondamental, et c'est vrai que ça nous ramène à De Gaulle, c'est est-ce qu'en tant que citoyen, est-ce qu'en tant que nation, nous voulons avoir la maîtrise de notre destin, ou est-ce que nous acceptons que nous dépendons des autres pour notre économie, donc la Chine pour les biens essentiels, les États-Unis pour la technologie, que nous dépendons également pour notre sécurité des autres, et que nous dépendons pour notre vie quotidienne, pour l'équilibre de la société, de l'extérieur. C'est ça le choix fondamental. Et c'est ce que disait déjà Thucydide, c'est-à-dire soit se reposer ou être libre, il faut choisir. Et donc, si on continue à rester dans un modèle dont on sait qu'il est complètement caduc, à ne pas vouloir faire d'efforts, pas de remise en question, et bien effectivement, nous serons vassalisés. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura peut-être pas une vie quotidienne qui continuera à être à peu près acceptable, mais il faut savoir que nous dépendrons des autres et que le jour où les autres changeront d'avis, comme M. Trump, et qu'ils décideront d'être durs, voire très durs, eh bien nous en paierons le prix. Merci beaucoup Nicolas Bavrez d'avoir été en direct sur Europe 1 ce soir, historien, économiste et éditorialiste au Point et au Figaro. Le Figaro qui fête ses 200 ans déjà.